Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil. Aujourd'hui, mardi, le 20 septembre 2022. Il est 19h30. Alors, comme d'habitude, merci à tous ceux qui se sont déplacés dans la salle pour assister à la séance de ce soir. Merci à ceux qui nous écoutent en web diffusion, que ce soit en direct ou en différé. Peut-être qu'on va commencer. Maître Savard, est-ce qu'on peut confirmer que nous avons quorum ce soir au Conseil? Oui, Monsieur le Président, le quorum est atteint. La séance peut commencer. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer aujourd'hui avec un petit mot d'ouverture parce que, bon, comme vous le savez, j'aimerais aborder quelques sujets d'actualité pour lesquels on a reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de questions ces derniers jours. Le premier sujet que j'aimerais aborder ce soir concerne bien évidemment l'ancien golf et la coupe d'arbres et les travaux de nivellement qui ont lieu sur le site. C'est très important. J'aimerais d'abord rappeler que je n'ai pas besoin de rappeler ma position personnelle sur ce projet de développement car elle est connue. Comme le dossier est judiciarisé, je ne pourrais malheureusement pas faire davantage de commentaires. Je suis le maire Frédéric Galantet. Oui. D'accord. Je pense que nos noms sont tous écrits ici en avant si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, tout ceci étant dit, il y a quand même une chose importante que je veux dire très clairement. Ce matin, la Ville a signifié un avis de non-conformité aux promoteurs en ce qui concerne le nombre d'arbres qui ont été coupés sur le site. Le promoteur a coupé plus d'arbres que ce que son permis lui permettait de faire. Et ça, on s'entend, je pense que tout le monde s'entend que c'est complètement inacceptable. Donc, les citoyens et les citoyennes de la Prairie s'attendent à ce que les élus et l'administration municipale s'assurent que les règles soient respectées pour tout le monde et sans exception. Donc, dans ce dossier-là, comme tous les autres dossiers, c'est ce que nous allons faire. Par ailleurs, il faut aussi savoir que Environnement Canada s'intéresse aux travaux qui ont lieu sur le site actuellement. Et je tiens tout simplement à vous assurer que la Ville va entièrement collaborer très étroitement avec le ministère pour s'assurer du respect intégral des règles. Alors, je pense que je ne peux pas être plus clair à ce sujet-là. Le deuxième sujet duquel je voulais parler ce soir, c'est celui des pluies très importantes que nous avons eues la semaine dernière et qui ont causé des refoulements dans plusieurs résidences. On me dit que c'est ce qu'on appelle des pluies centenaires dans le jargon. Mais une chose est certaine, avec les changements climatiques qu'on est en train de vivre actuellement, c'est le genre de pluie qu'on va voir de plus en plus souvent, pas seulement à la Prairie, mais vraiment partout au Québec. Vous avez peut-être entendu parler du fait que la semaine dernière, l'Union des municipalités du Québec a demandé au prochain gouvernement de mettre en place un pacte vert avec les municipalités afin de répondre justement à cette urgence climatique à laquelle on est en train d'assister. On va avoir, quand je dis on, c'est toutes les municipalités au Québec vont avoir besoin de milliards de dollars d'investissement pour mettre à niveau leurs réseaux pluviaux. Donc, et c'est ce qu'on espère que le gouvernement du Québec va entendre. Vous savez, les réseaux pluviaux ont été construits vraiment à une autre époque et ils ne sont pas adaptés aux nouvelles réalités, encore une fois, que ce soit à la Prairie ou partout au Québec. Donc, je veux juste vous assurer que le Conseil va faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre l'épaule à la roue, et travailler avec l'UMQ pour convaincre le gouvernement d'investir, d'accorder des investissements vraiment importants au sujet des réseaux pluviaux. Le troisième et dernier sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du règlement de contrôle intérimaire, ce qu'on appelle le moratoire. Donc, comme vous le savez probablement, c'est un règlement qui fait en sorte que personne ne peut obtenir de permis de construction pour un projet qui augmenterait le débit dans le réseau sanitaire, parce que ce réseau est déjà au maximum de sa capacité. Mais avec les événements des dernières semaines, on a reçu plusieurs questions. Je sens qu'il y a peut-être une certaine confusion. Je voudrais juste prendre une minute pour démêler tout ça, être le plus clair possible. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent au golf
pourquoi est-ce qu'il y a des travaux, je devrais dire, alors qu'on a un moratoire en place? Mais la réponse est quand même relativement simple. Donc, en lien avec le protocole d'entente que la Ville et le promoteur ont signé en 2017, le promoteur a un permis pour niveler et coupler des arbres. Mais suite au moratoire, il ne peut pas construire. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, je prends la peine de répéter, tout ce qui va rajouter du débit dans notre réseau sanitaire est interdit jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, il y a aussi plusieurs personnes qui nous ont contactés qui se demandent si le refoulement des égouts dont ils ont été victimes la semaine dernière a un lien avec le moratoire. Et encore une fois, la réponse est non. Il n'y a pas de lien entre les refoulements et le moratoire. Comme je le disais tantôt, le moratoire concerne le réseau sanitaire, c'est-à-dire, on va se le dire, là, les toilettes, le lavabo, etc. Mais quand on a des pluies diluviennes, comme celle du 13 septembre, par exemple, bien ça, c'est le réseau pluvial qui prend les pluies en charge. Ce n'est pas le réseau sanitaire. Donc, le réseau pluvial, évidemment, bien, c'est tout simplement pour l'eau de pluie. C'est la même chose pour les pluies qu'il y a eu avec Saint-Julien. Oui, exactement. Ça concerne uniquement le réseau pluvial, pas le réseau sanitaire. Et donc, à la Prairie, pour la majorité du territoire, ce sont des réseaux séparés, pas partout, mais ce sont des réseaux séparés. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux dossiers. En tout cas, je voulais juste peut-être préciser ça avant le début de la séance. Comme je sais, il y en a plusieurs qui ont des questions à ce sujet, des questions tout à fait légitimes. Fait que j'espère avoir démêlé tout ça un peu pour vous, mais je veux juste répéter que comme le dossier du moratoire est judiciarisé, pour ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner davantage de commentaires à ce sujet-là. Tout ceci étant dit, je vous souhaite une excellente séance et on va donc poursuivre avec l'ordre du jour. Donc, nous avons confirmé que nous avons quorum et donc, on va tout de suite passer à la première période de questions. Vous savez peut-être qu'il va y en avoir une deuxième. Juste avant que vous veniez au micro, monsieur, je voudrais juste peut-être préciser... je voudrais juste amener au goût du jour un règlement pour un peu gérer la période des questions. J'ai déjà dit dans le passé que ici, c'est une période de questions et pas une période de débat. J'ai toujours dit, si vous voulez débattre d'un point, peu importe le point, prenez rendez-vous, venez nous voir à l'Hôtel de Ville, venez me voir à l'Hôtel de Ville. On est très ouvert, très accessible et ça va me faire plaisir de débattre avec vous des points et des enjeux qui vous concernent. Mais comme je le dis, on est ici donc à une période de questions et non une période de débat. Donc, on vous demandera tout simplement d'être le plus bref, le plus succinct possible dans vos questions. Donc, monsieur, si vous voulez venir au micro, juste mentionner votre nom, le district dans lequel vous habitez. Bonjour, monsieur Lebert. J'habite dans Symbiocité, au 740 du Damier Argenté, à la Prairie, bien sûr. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mesdames les conseillères. Bonjour, monsieur les conseillers. Bonsoir. On a une problématique un peu où on habite. Vous savez que suite aux travaux qui a eu lieu sur le réservoir qui est sur Belle-Dame, il y a tout un gros réservoir qui est là. Il y a eu une butte qui a été créée sur le terrain de la municipalité. Cette butte-là est faite de terre remaniée, de matériaux divers. Cette butte-là est assez élevée. À l'époque, avec le ministère de l'Environnement, il y a eu des débats pour savoir quel plan de drainage il fallait mettre sur cette butte-là. Il y a un étang qui a été créé en partie en arrière sur le chemin là, que vous devez connaître certainement. Maintenant, on se pose des questions justement par rapport au deuxième sujet dont vous nous avez parlé, là, les eaux de ruissellement. On a peur que les eaux de ruissellement de cette butte-là aillent directement dans les égouts pluviaux de la ville. Et ça, forcément, c'est pas une bonne chose pour la ville. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé à des biologistes qui, à tous les ans, viennent faire un tour avec leurs bottes là, pour aller voir un peu comment ça se passe avec les grenouilles. Et ils nous ont dit que, malheureusement, il y a de moins en moins d'eau et ça leur pose des problèmes. Alors, ça serait bien, on pense, que la ville aille vérifier avec certainement les travaux publics que le plan de drainage, il a bien été suivi, c'est-à-dire les puits secs, les fossés, etc.
Maintenant, vous savez que les fossés, c'est des choses qui changent. Il y a des marmottes, là, il y a des renards, il y a tout ça, il y a des arbres qui poussent. Oui. Donc, c'est possible qu'il y ait des fossés qui ont été déviés. Et plutôt que d'aller dans ces étangs-là ou dans ces zones de rétention d'eau, les eaux sont déviées et arrivent directement dans les égouts pluviaux de la ville. Donc, on aimerait ça que vous fassiez diligence et que vous regardiez cet aspect-là de la chose. On est au courant que c'est problématique parce que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans, etc., etc. Mais je vous rappelle quand même que c'est un terrain qui appartient à la ville, oui. Que les terrains qui ont été ramenés là ont été ramenés par la ville. Vous savez aussi que le Code civil, il parle aussi des terres hautes par rapport aux terres basses, que ce sont des terres hautes artificielles. Là-dessus, on ne tient pas grief à la ville, on accepte le statu quo, mais on voudrait s'assurer quand même que le drainage de cette butte-là soit bien fait. Pour nous et pour vous. Merci. Ben, je vous remercie infiniment, puis je pense que M. Tifo s'est pris en note, et puis soyez assurés qu'il y a une équipe de la ville qui va aller sur les lieux. Bonsoir, madame. Bonjour, bonsoir. Lynne Martin, j'habite au 225 rue François-Lebert à La Prairie, dans le quartier La Clairière. Je vais faire un court préambule. Alors, nous sommes 4 maisons dans le tournant sur la rue François-Lebert. On a eu de l'eau le 25 juillet, de même que 16 autres citoyens. On ne parle pas de pluie diluvienne comme le 13 septembre où il y a eu autour de 76 mm qui nous sont tombés dessus. On parle d'une pluie qui est tombée tout doucement toute la journée et nous, on a eu de l'eau. Alors là, suite aux démarches qu'on a faites, les travaux publics sont venus faire des cueillettes d'informations. Alors là, depuis le 25 juillet, suite à la cueillette d'informations, parce qu'ils sont venus, ils ont tout vérifié, pas de son, pas d'image. Donc, on n'a pas de retour des travaux publics. On n'a pas de retour au niveau du génie. On voit bien qu'il y a un problème. Et 1 mois et demi après, bien évidemment, puisqu'on n'a pas identifié le problème, puis qu'on n'a pas trouvé de solution, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le 13 septembre, on a eu encore de l'eau. Alors, des gens qui ont fait des réclamations à leur assurance, qui ont même commencé à rénover leur sous-sol après l'événement du 25 juillet, ils ont été encore inondés le 13 septembre. Une deuxième fois. Ouais. Alors, il faut comprendre aussi que les gens, lorsqu'ils font plusieurs réclamations, les assurances, ça commence à être embêtant, 1, de se faire assurer. 2, on ne veut pas non plus que la rue François-Lebert soit étiquetée, que le monde y soit inondé. Donc, imaginez si on veut vendre nos propriétés. Alors, la question, d'abord, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas eu de retour? J'imagine, parce que moi, j'ai écrit des lettres. Si on écrit des lettres, on a fait des représentations, on appelle aux travaux publics, mais on n'a pas de retour. Alors, la question, si vous voulez l'avoir en résumé, je ne comprends pas que je n'ai pas eu de réponse. 1, quel est le problème? Puis 2, si on l'a identifié depuis 1 mois et demi qu'on ramasse l'information, bien, comment on va le résoudre, le problème? Parce que là, M. le maire, je suis en train de penser que ceux qui viennent chez moi, il y en a un des travaux publics, puis un des génies, puis ils prennent l'information, sont en train de prendre l'information sur mon organisation, et je pense, peut-être à tort, que c'est pour protéger la ville, pour d'éventuelles poursuites, mais je ne trouve pas qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie pour régler le problème. Fait que ça, c'est ma première question. Parce que aussi, je me suis demandé, au niveau de la sécurité publique, la ville doit avoir un plan d'intervention? Oui, certainement, oui. Quand il y a eu le 77 mm, là, on est obligé d'appeler le 911 puis les pompiers. Puis les pompiers, heureusement, sont venus voir. Bien, je me suis demandé comment ça se fait qu'on n'avait pas mis en branle un plan d'action. Bien, vous savez, M. le maire, il y a des gens, des citoyens qui se sont trouvés en détresse. Quand vous avez un pied d'eau qui rentre chez vous, puis que ça fait 2 fois, puis 3 fois que vous êtes inondé, puis il n'y a personne de la ville qui t'appelle et te demande, bien, comment ça va? As-tu besoin d'aide? Est-ce qu'on peut t'aider? Ça aussi, c'est l'autre question. Et je vais terminer par vous demander quelque chose. Dans l'info de la ville, que ce soit par Internet ou le petit pamphlet, il y a souvent des messages du service d'incendie des pompiers. Oui. Il pourrait peut-être y avoir aussi des messages au niveau des travaux publics. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que les citoyens fassent. D'abord, faire inspecter
leur structure fluviale. Nous, ce qu'on a fait, le problème chez nous, c'est pas nos structures fluviales chez moi, c'est le fluvial de la ville. C'est la ville qui refoule son eau chez nous. Moi, je parle même pas des égouts. Puis j'aimerais aussi qu'on informe les citoyens qu'il faut qu'ils déblaient, qu'ils ramassent les feuilles pour pas que ça bouche les tuyaux des puisards. Alors, il y a des choses que nous, on peut faire comme citoyens, mais moi, j'aimerais que la ville nous aide. Puis là, jusqu'à date, là, à part de me retourner des lettres, puis d'avoir beaucoup d'empathie, puis d'avoir beaucoup d'écoute, je sens pas qu'on m'aide, là. Là, j'aimerais ça qu'on règle le problème, Monsieur le maire. Je demeure dans la Clairière, même secteur. Et puis, mon nom est Charles Sénéchal. Je demeure sur Patrick Méguy. En écoutant ça... Excusez-moi, vous êtes monsieur? Sénéchal. Sénéchal, oui. Okay. Charles Sénéchal. Oui. Là, en écoutant ça, madame est tout à fait correcte, là. Mais là, je me dis, moi, mon deuxième voisin, il est inondé. Puis moi, je suis pas. Ben, bravo, là, c'est parfait. Y a-t-il une réponse que je peux avoir ici pour savoir pourquoi lui, puis l'autre, puis là, puis moi, ben, je suis bien heureux de ça, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qu'on doit faire pour prévenir ça? C'est un peu là ma question complément. Bien, tout à fait. Donc, la Ville est au courant qu'il y a précisément 12 résidences qui ont été inondées dans le secteur de Patrick Méguy, François Lebert, etc. Donc, je ne veux pas nécessairement parler au niveau pour les travaux publics, mais je sais qu'ils ont fait le tour. Je ne suis pas sûr qu'ils ont fait le tour au complet, par exemple, mais je sais qu'ils font le tour pour déterminer la cause du problème. Donc, ce processus-là est en cours. On peut vous revenir, Madame Martin, aussi, si vous me donnez un jour ou deux, là, on va vous revenir avec le statut précis de ce dossier-là. Vous voulez dire quoi par le statut précis? Vous s'en est rendu qu'on est encore à cueillir l'information, on est rendu à l'analyse d'information, puis identifier le problème. Parce que là, moi, je parle du 25 juillet. Oui. Ça fait longtemps. Je comprends, Madame Martin. Non, mais c'est parce que si c'était votre domicile qui était inondé 2 fois, peut-être que vous comprendriez comment on se sent. Puis là, on ne sait plus comment se protéger, Monsieur le maire. C'est plus drôle, là. C'est plus drôle de... Je comprends. Je comprends, Madame Martin. Je comprends tout à fait. On va recommuniquer avec vous. Oui. J'ai moins d'empathie que de l'action. Dans les prochains jours, je vous assure qu'on va communiquer avec vous. Bien, j'espère. Allô, Anne-Pierre Poirier. Monsieur le maire, on s'est déjà parlé. Je suis un peu peinée. J'habite au 255 François Lebert et c'est la première fois que je rencontre mes voisins. Puis je trouve ça plate de faire ça ici. Mais Anne-Pierre. J'ai pas été inondée. J'imagine que moi, je suis une des chanceuses. Je commence à m'inquiéter. J'ai acheté ma maison au mois de décembre en connaissance de cause. Je savais qu'il y aurait un développement en arrière de chez moi. Mais la façon dont ça se passe, je suis désolée, j'ai la mèche très courte, mais je me fais réveiller à 7 heures tous les matins par des chainsaws, y compris ce matin. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous avez averti le promoteur qu'il fallait arrêter de couper des arbres, mais il en a coupé ce matin encore. Je peux répondre à votre question, si vous voulez. Oui, allez-y. L'avis de non-conformité a été émis cet après-midi, je pense, aux alentours de midi. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le mémo, le 16 septembre et le 19 septembre. Il y a combien d'arbres qui ont été coupés. Le mémo dit que tout est correct, que c'est 200 arbres, souches, racines, bois mort, éclaircissement, et que les arbres vont être replantés. Si, Monsieur le maire, demain, vous êtes malade et qu'on vous remplace par un enfant de 5 ans, je compare ça exactement à couper un saule pleureur de 80 ans et le remplacer par un chicot de bord de trottoir, un petit arbre qui vaut strictement rien côté environnemental. Je trouve ça dégueulasse. J'ai de la misère parce que je suis tellement fâchée. C'est non seulement ça, et j'ai mesuré, c'est à 42 mètres. J'avais lu que c'était 40 mètres minimum. Moi, chaque matin, je prends mon café, je vois ça, j'ai la pépine. Ils ont siphonné le lac à la pompe pendant les 2 dernières semaines. Une destruction totale d'un écosystème. Je trouve ça aberrant. Je peux vous nommer les espèces d'oiseaux et les mammifères et toutes les choses qui ne retourneront pas à la prairie. Ville verte, qui est plus très verte, qui est brune maintenant. Je veux savoir, le moratoire, quand est-ce que le permis a été donné pour les 12 nouvelles résidences maisons modèles
qui se sont construites sur Ernest Rochette ce mois-ci. Je vais vous revenir avec la date exacte. Je ne la connais pas, mais je peux vous dire qu'effectivement, le permis de ces constructions-là a été accordé avant la mise en place du moratoire. Le moratoire est en place depuis le mois de février 2022. Pour ne pas inciter personne à acheter ces maisons-là, peut-être qu'on devrait enlever la grosse pancarte qui dit prévente et distribution des maisons et on commence à vous donner ça en 2023. Si on n'est pas certain que les maisons vont se construire, on peut arrêter d'inciter les gens à peut-être voir s'ils peuvent se faire construire à la prairie. C'est juste en tout cas, un commentaire. Mm-hmm. Et je veux savoir aussi, vu que vous travaillez avec Environnement Canada, quelles sont les règles d'Environnement Canada en ce qui concerne le golfe? Est-ce que ça concerne les milieux humides qui ont été détruits? Est-ce que ça concerne les arbres qui ont été détruits? C'est sur quel axe Environnement Canada? La demande, je ne sais pas si dans l'appareil municipal, ici, quelqu'un a une réponse un peu plus précise, mais de ce qu'on m'a dit, Environnement Canada ont été appelés primordialement pour la question des poissons morts qu'il y avait en arrière de lac en arrière. Directement en arrière de chez moi. Oui, c'est ça, exactement. Oui, et les grandes aigrettes et les grands hérons qui nichaient là. Il n'y a pas beaucoup de nids de grandes aigrettes au Québec, je vous le dis tout de suite, mais vous en avez détruit un. Pas vous. Désolée, c'est vrai, pas vous. Une dernière chose, c'est que là, le dommage y est fait, qu'on arrête ça, moratoire ou pas. Des arbres de 50-60 mètres de haut ont été coupés, c'est trop tard. On peut pas les retrouver. Le promoteur peut avoir une amende, il va être à l'amende, puis il va payer l'amende. Ça va y passer 6 pieds au-dessus de la tête. Mais ces arbres-là, il faut qu'on les plante tout de suite si vous voulez les retrouver. Puis ça ne sera pas les petits arbres de Symbiosité, ça ne sera pas les petits arbres du quartier écologique là, qui est en train de se construire. Donc, j'aimerais ça que le parc du Rhône serve un peu d'exemple, puis aussi qu'on retrouve nos arbres et notre intimité et notre vie. Déjà qu'on a un chemin qui passe littéralement sur nos terrains, puis que, en tout cas, ils nous regardent, là. Est-ce que c'est possible de commencer à planter des arbres tout de suite et des arbres qui sont quand même assez matures dans le parc du Rhône, spécifiquement en arrière des maisons de la rue François-Lebert qui sont affectées parce qu'on a perdu tout le charme de nos maisons, y compris la valeur de nos maisons. Et moi, j'ai acheté en décembre et je suis convaincue que ma maison ne vaut plus grand-chose, là. Fait que c'est ça. Madame Poirier, j'entends votre demande et oui, évidemment, sur le terrain du promoteur, on ne peut rien faire, mais sur le sentier du Rhône, je vais voir dès demain avec l'administration s'il y a moyen de considérer une plantation d'arbres. Parce qu'effectivement, j'utilise le sentier moi-même de façon presque quotidienne, donc je comprends exactement ce que vous avez sûrement vu dire. dans ma cuisine dans ce cas-là, parce que tout le monde qui passe regarde dans ma cuisine. Retirer le sentier un petit peu, je m'occupe de faire une clôture, c'est correct. Je l'ai acheté, cette maison-là, je suis au courant, je savais, je l'ai vu, le sentier. Planter des arbres, planter des buissons, plantez pas des haies de cèdre parce que les chevreuils les mangent, les gens de la prairie n'aiment pas ça. Mais planter des beaux arbres, planter de l'esclépiade pour faire venir les monarques, soyez une ville verte. Je vous encourage à mettre un peu de verdure parce que là, on a perdu un énorme bout de potentiel environnemental. Puis c'est juste triste. C'est juste vraiment triste ce qui est en train de se passer en arrière. Puis j'étais écœurée de faire du télétravail au son des arbres qui se font couper. Je suis plus capable. Ça prend beaucoup d'énergie. Et merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Poirier. Bonsoir. Sébastien Labranche, 215 rue François-Lebert, dans le district La-Clairière. J'ai 2 questions pour le conseil et l'appareil municipal ce soir. Le 12 septembre dernier, j'ai communiqué avec toutes les personnes que je pouvais rejoindre à la ville de La Prairie pour mentionner ma grande préoccupation sur ce que j'ai appelé l'abattage massif d'arbres qui se déroulait sur l'ancien terrain du terrain de golf. Vous m'avisez qu'aujourd'hui, plus d'1 semaine et 1 jour plus tard, un avis de conformité a été émis au contracteur. Les résidents de La Prairie ont remarqué cette non-conformité depuis le 12 septembre. Ma question, qu'est-ce qui a
expliquer le délai d'une semaine complète et une journée à la ville pour envoyer des inspecteurs sur place et délivrer un avis de non-conformité? J'ai demandé personnellement à la directrice du service de l'urbanisme si des inspecteurs allaient aller sur place et elle m'a répondu que ce n'était pas prévu. Pourquoi la ville n'avait pas prévu d'emblée, en octroyant le permis d'abattage d'arbres, d'envoyer au préalable des inspecteurs? Vous savez, je me suis même proposé moi-même pour aller agir à titre d'inspecteur et d'obtenir la liste des 200 arbres devant être abattus pour m'assurer personnellement que seulement ces arbres-là seraient abattus. Je trouve désolant d'apprendre qu'après toutes les démarches des citoyens de la Prairie, l'appareil municipal a pris une semaine et une journée à réagir. Monsieur Labranche, je suis un peu surpris d'entendre que la réponse de la directrice de l'urbanisme. On va revalider ça avec elle. Je ne sais pas si, M. Tifo, mais de ce que j'avais compris, les inspecteurs de l'urbanisme vont là quotidiennement depuis, en tout cas, je ne sais pas précisément depuis quand, mais les inspecteurs de l'urbanisme vont sur le site régulièrement. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. On m'a mentionné que c'était pour des raisons de la CNESST. Si je peux me permettre, monsieur le maire. Oui, allez-y, M. Tifo, oui. On s'est même parlé, même la semaine passée, vendredi, de mémoire. Non. Pas moi que j'ai parlé? Bon, c'est pas grave. Ceci étant dit, comme on n'est pas maître d'œuvre du chantier de construction, je suis trop loin. Pardon. Comme nous ne sommes pas maître d'œuvre du chantier de construction, il y a quand même un processus de prendre rendez-vous avec le promoteur. Ça, c'est la question de CNSST. Parce que si jamais il arrive un accident, c'est eux qui sont responsables, donc on ne peut pas y aller à l'improviste. Donc, il y a eu des démarches qui ont été faites pour prendre rendez-vous. On est allé hier et en tout cas, il y a eu une visite de plus hier, je vais dire ça comme ça, et ça a été signifié aujourd'hui. Tout était très accessible par le parc du Rhône. Vous n'aviez pas à aller sur le terrain d'entrepreneur. Tout était très accessible sur le parc du Rhône. Très accessible et très visible. Écoutez, comme dit M. on va vérifier quand même, là, mais ça peut en prendre aussi un délai. Si le promoteur a coupé, dont plus d'arbres que prévu, et il y a quand même une analyse à faire, là, pour vous, ça peut être, pour le trou, dépendant de l'angle de vue, ça peut être plus évident. Mais sûr qu'il y a des validations à faire avant. Ma question était sur qu'est-ce qui explique le délai d'une semaine et un jour? Ça, on va quand même valider ce qui a été fait là, la dernière semaine. OK. Ma deuxième question, c'est par rapport au refoulement de pluviales qui se déroule dans le district La-Clairière. La cueillette d'informations, comme une de mes voisines nous a mentionné, est en cours depuis le 25 juillet. Mm-hmm. Et il n'y a aucune action qui a été entreprise autre que de la cueillette d'informations. Je ne suis pas expert en génie, je ne suis pas plombier. Je parle à beaucoup de plombiers ces temps-ci, par contre. Et on m'informe, 3 plombiers différents d'entreprises différentes non reliées, qu'il y a des mesures d'atténuation qui auraient pu être mises en place quand on se soulève qu'il y a un problème. Sur la rue François-Lebert, au coin de la rue, il y a de l'eau à moitié des driveways des gens. Les gens appellent les travaux publics. On peut contenir cette eau-là. On peut la pomper. Est-ce que ces mesures de mitigation, je sais qu'il y a une collecte, que le problème est sûrement plus profond. Je vous parle de solutions temporaires qui sont mises. Est-ce qu'elles sont évaluées? Quelles sont-elles? Et quand seront-elles en place? Parce que je vous le dis, j'ai 2 jeunes enfants à la maison et quand il pleut, nous allons au sous-sol aux 5 minutes en courant et je ne suis pas le seul citoyen de la ville dans cette situation. Les gens n'en dorment plus la nuit. Pourquoi il n'y a pas de mesures d'atténuation temporaires qui sont faites immédiatement pendant la collecte des données? Merci, M. Labranche.
Puis clairement, on va se reparler très bientôt, une fois que j'aurai un petit peu plus d'informations du service du génie, mais dans les prochains jours, je vais vous rappeler et voir effectivement quelles mesures d'atténuation, comme vous dites, peuvent être mises en place assez rapidement. Oui. Bonjour, Monsieur Lebert. Comme complément d'information au directeur général, inspecteur municipal, il a théoriquement des bottes, il a théoriquement des souliers de travail, il a théoriquement un casque à sa disposition et la loi lui permet d'intervenir et de rentrer sur n'importe quel terrain, sans avoir prévenu, sans rien. Donc, vérifier avec la directrice de l'urbanisme, mais ils ont ce mandat-là de par la loi. Donc, s'ils constatent quelque chose, ils peuvent rentrer directement et interpeller le citoyen. Bon, c'est sûr que généralement, ils prennent des rendez-vous quand ils voient des choses. Mais dans ce cas-là, ils auraient pu, à ma connaissance, j'ai un fils qui est inspecteur, qui a un DEC en urbanisme, qui a un bac en urbanisme et qui a une maîtrise de McGill en urbanisme. Et il m'a toujours confié qu'il a un mandat de pouvoir intervenir sur le champ. Merci. Enfin, OK. Ce sera quelque chose à vérifier. Merci. Il est 8 heures. Il va y avoir une deuxième période de questions à la fin de la séance. Je pense que si vous n'avez pas d'objection, allez-y, oui. OK, allez-y. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, monsieur et madame les conseillers. Mon nom est Yves Labranche. Je suis le conjoint de mme Martin. Je ne reviendrai pas sur la situation de l'eau et des pluviaux. Je pense que c'était bien démontré qu'on a une problématique importante. Je ne reviendrai pas sur l'abattage insensé des arbres qui sont sur l'ancienne propriété du golfe. Je pense qu'on doit mettre en place des mesures beaucoup plus restrictives et beaucoup plus contrôlantes. Parce que même si on a donné le permis d'abattre des arbres, on vient juste de commencer à aller voir si oui ou non il va abattre les bons arbres. Parce que je pense qu'on est un peu en retard sur la procédure. Je vais vous parler au niveau, ça fait plus de 35 ans que je demeure à la Prairie, et tout en revenant de travailler ce soir, j'ai eu l'heureuse constatation de voir que le virage en U sur le coin ici n'est plus possible et qu'il y avait déjà des policiers qui donnaient des avertissements ou des billets de contravention. Ça fait 35 ans qu'on le fait. On aurait-tu pu être avisé d'avance? Je comprends que c'est peut-être une route provinciale, mais à un moment donné, on va venir qu'on ne pourra plus faire le virage en U. Ah, vous parlez, excusez-moi, ici sur Tachereau, faire un virage en U sur le chemin Saint-Jean. OK, c'est nouveau. Là, ça va alourdir la circulation qui s'en va sur le chemin Saint-Jean. Déjà qu'on va avoir encore plus de personnes. Il y a déjà beaucoup de trafic à ce niveau-là. Je fais comme, OK, qu'est-ce que la Ville entend faire pour au moins aviser ses citoyens d'avance et non pas qu'on se fasse ramasser avec des contraventions. Quand ça fait 35 ans que tu le fais, on dirait que le char tourne tout seul, OK? Est-ce qu'on sait si le comité de circulation a été avisé? Non. C'est pas la première fois que la MTQ nous fait le coup. Est-ce que vous vous en rappelez? Peut-être, je pense qu'il y a 2 ans de ça. On se réveille un matin, mais moi, je sais, j'étais en arrière du Maxi, là, puis je veux faire un U-turn pour aller au Tim Hortons. Qu'est-ce que c'est ça? La police est là. On le savait pas. Ils ont même pas mis nouvelle signalisation. Puis habituellement, il y a une période aussi, lorsqu'il y a une nouvelle signalisation, qui est faite pour que les policiers ne donnent pas d'étiquette. À la Ville, à l'époque, on avait fait des représentations au MTQ pour leur dire que ça allait alourdir le trafic, soit sur Saint-Jean, où on tourne à gauche, là, c'est quoi le... Rosaire-Circé. Oui. Et parce que tous ceux qui habitent sur Ernest Rochette ou qui habitent dans cette région-là font tous le U-turn. Je pense que les gens de la carrière, ils en ont assez présentement. Mais c'est pas... Ça n'a pas rapport avec nous, on n'a même pas été au courant, sauf que là, ça va être de la responsabilité de la Ville de faire encore des pressions comme ça a été fait la dernière fois au MTQ pour qu'ils arrêtent leur non-sens. On est chez nous, il faudrait qu'ils nous consultent avant de faire quoi que ce soit. Ce pas des études de circulation qui datent de 5 ans, de quelqu'un qui regarde ça dans son bureau à Québec, qui peut décider de comment ça se passe ici. Hein? Vous pouvez parler à la police d'opposition et dire, pouvez-vous laisser une période de grâce qui donnait des contraventions? La dernière fois, les tickets qui ont été donnés ont été annulés.
Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir voir avec l'administration. Je vous en parle, Monsieur le maire. Oui. Vous ferez ce que bon vous semble dans ce dossier-là, mais moi, je considère vraiment qu'il faudra faire des pressions sur la MTQ parce que ça va vraiment jammer. C'est déjà jammé. Tout à fait. Les pressions seront faites avec le MTQ comme elles ont été faites dans le passé, comme l'ont été faites aussi. Vous vous souvenez peut-être, il y a environ 2 mois, il y a eu un problème avec les feux de circulation qui étaient désynchronisés. Donc, le MTQ nous entend, mais ça prend un petit peu de temps avant qu'ils nous entendent. Ça n'a pas pris de temps la dernière fois. Pour les feux de circulation, oui, ça a pris quand même environ 2 ou 3 semaines. Pour le panneau de signalisation là, de U-turn, il a été là, je pense, une semaine. Puis, parce que les feux, resynchroniser les feux de circulation, ça a pris quand même, je dirais, à peu près 2 ou 3 semaines. Mais c'est noté. Je vous avais promis que c'était une courte question, alors je vous remercie. Okay. Bon, mais si vous n'avez pas d'objection, on va donc passer à l'ordre du jour de la séance du Conseil. Donc, on va passer au 2.1 à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons quelqu'un pour le proposer? Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au 2.2, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 30 août 2022. Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2022 à 19h30. Je vais l'appuyer. Merci. Au 2.3, on a un appui financier et des demandes diverses pour une demande de soutien financier du Club de l'Âge d'Or de la Prairie pour son 50e anniversaire qu'il propose. Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, un montant maximum de 2 500 est prévu pour souligner le 50e anniversaire d'un organisme. Je propose d'octroyer un soutien financier de 2 500 au Club de l'Âge d'Or de la Prairie dans le cadre du souper dansant organisé pour son 50e anniversaire, lequel aura lieu le 10 mars 2023 au Centre multifonctionnel Guy Dupré. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au 2.4, on a le dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et les étudiants embauchés par le directeur général adjoint. C'est un dépôt, Maître Savard? Oui, Monsieur le Président, ce sera déposé aux archives de la Cour. Merci. On passe au point 4, le 4.1, l'adoption du règlement 1495-M déterminant les secteurs sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et les fins pour lesquelles les immeubles peuvent y être acquis. Qui le propose? Alors, je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le règlement 1495-M a pour objet de définir les secteurs d'application, les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut être acquis par la Ville suite à l'exercice du droit de préemption, la procédure à suivre par la Ville pour exercer son droit ainsi que l'obligation du propriétaire d'un immeuble assujetti au droit de préemption. Je propose donc d'adopter le règlement 1495-M déterminant les secteurs sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et les fins pour lesquelles les immeubles peuvent y être ainsi acquis. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au 4.2, on a l'adoption du règlement 1496-RIP relatif aux animaux. Qui le propose? Donc, attendu que le règlement 1496-RIP a pour objet de définir les règles générales, de prévoir les dispositions relatives aux licences, à la capture et à la disposition des animaux, ainsi que de prévoir la disposition spécifique aux chiens et aux nuisances, je propose d'adopter le règlement 1496-RIP relatif aux animaux. Et je l'appuie. Et merci à vous deux. Donc, au numéro 5, on a l'octroi de contrat. Au 5.1, l'octroi d'un mandat pour service professionnel pour la réfection du pavage de diverses rues en 2023. Pour le proposer. Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que la Ville a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour la réfection du pavage de diverses rues en 2023, attendu que 7 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Au premier rang, le groupe Conseil Génie Pur Inc., au montant de 201 896 $ et 10 sous.
En deuxième position, Shelex Groupe Conseil, 243 660,77 $. Au troisième rang, Aviso Expert Conseil, 251 726,27 $. Au quatrième rang, Tetratech QI Inc. pour 244 321,88 $. Au cinquième rang, FNX Innov Inc. pour 268 869,04 $. Au sixième rang, WSP Canada Inc. pour 342 280,58 $. Et au septième rang, Parallèle 54 Expert Conseil pour 313 893,26 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 300 000 $, je propose d'octroyer le mandat de service professionnel pour la réfection du pavage de diverses rues en 2023 aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit le groupe conseil Génipur Inc., au prix unitaire soumissionné pour un total de 201 896,10 $, taxes incluses, selon les quantités prévues au devis. Les documents d'appel d'offres Génie 2022-11, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose d'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 5.2, l'octroi d'un mandat pour service professionnel pour un surpresseur d'aqueduc et des compteurs sectoriels. Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Ville a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour surpresseurs d'aqueduc et compteurs sectoriels, attendu que seule une soumission a été reçue et que le soumissionnaire est le suivant, Shelex Groupe Conseil Inc., au montant de 544 906,77 $, évidemment, premier rang. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 355 000 $, je propose d'octroyer le mandat de service professionnel pour surpresseur d'aqueduc et compteurs sectoriels au seul soumissionnaire conforme, soit Shelex Groupe Conseil Inc., au prix unitaire soumissionné, pour un total de 544 906,77 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres Génie 2022-10-2, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 5.3 pour un octroi d'un contrat pour la levée de conteneurs à déchets et matériaux recyclés à l'Arena pour le proposer. Oui, je vais le faire. Donc, attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès d'un fournisseur afin d'obtenir des soumissions pour la levée de conteneurs à déchets et matériaux recyclés à l'Arena pour 2 ans à compter de l'année 2023. Attendu que le soumissionnaire est le suivant, Waste Management Québec Incorporé, total incluant les taxes 3 394,34 $. Je propose donc d'octroyer le contrat pour la levée de conteneurs à déchets et matériaux recyclés à l'Arena pour une durée de 2 ans, soit pour les années 2023 et 2024 à Waste Management Québec Incorporé, au prix forfaitaire soumissionné, soit 3 394,34 $, taxes incluses. La demande de prix, la soumission à la présente résolution forment la convention liant les parties, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents s'y afférents. Je vais l'appuyer. Excellent. Au 5.4, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'appel d'offres CHI 2023-2024 pour l'achat de différents produits chimiques pour le traitement des eaux. Madame Simoneau. Oui, je vais le faire. Attendu que la Ville de la Prairie a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens.
Attendu que la Ville de la Prairie désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités. Je propose donc que la Ville de la Prairie confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2002-32024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, UMQ, visant l'achat d'hypochlorite de sodium pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Que la Ville de la Prairie confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de la Prairie s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, que la Ville de la Prairie confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de la Prairie s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Je vais l'appuyer. Excellent. Au 5.5, on a l'octroi d'un contrat pour la licence d'Office 365. Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix avec mise en concurrence auprès de 2 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour la licence d'Office 365 pour une période d'1 an commençant le 23 septembre 2022. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Soft Choice au montant de 28 588,33 $, Compugen au montant de 30 955,64 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 25 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour la licence d'Office 365 pour 1 an à compter du 23 septembre 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Soft Choice, au prix forfaitaire soumissionné, soit 28 588,33 $, taxes incluses. La demande de prix, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. On passe aux finances et services administratifs, le point 7.1. Donc, pour une approbation d'une liste de comptes et salaires. Je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 2 821 214 $23 pour les activités financières, de 971 127,02 $ pour les activités d'investissement et de 973 439,79 $ pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. Les ressources humaines au point 11, au point 11.1, pardon. On a la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence d'un chef mécanicien au service des travaux publics. Monsieur Girard? Oui, donc attendu que M. Paul Chrétien a été embauché à titre de chef mécanicien au service des travaux publics, attendu que M. Chrétien est entré en fonction le 2 mai 2022, attendu qu'il était soumis à une période d'essai se terminant le ou vers le 8 septembre 2022, je propose donc d'accorder à M. Paul Chrétien le statut d'employé permanent au poste de chef mécanicien au service des travaux publics, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. Au 11.2, on a la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence d'une conseillère en urbanisme au service de l'urbanisme. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que Mme Julie Rivard a été embauchée à titre de conseillère en urbanisme au service de l'urbanisme. Attendu que Mme Rivard est entrée en fonction le 9 mai 2022. Attendu qu'elle était soumise à une période d'essai se terminant le ou vers le 15 septembre. Je propose d'accorder à Mme Rivard le statut d'employée permanente au poste de conseillère en urbanisme au service d'urbanisme, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. Au 11.3, on a la fin de la période d'initiation et l'obtention de la permanence d'une adjointe juridique au service de greffe et des affaires juridiques. Qui le propose? Je vais le proposer, M. le Président. Attendu que Mme Cathy Lachapelle a été nommée à titre d'adjointe juridique au service du greffe et des affaires juridiques, attendu que Mme Lachapelle est entrée en fonction le 11 juillet 2022,
Attendu qu'elle était soumise à une période d'initiation se terminant le ou vers le 12 septembre 2022, je propose d'accorder à Mme Cathy Lachapelle le statut d'employée permanente au poste d'adjointe juridique au service du greffe et des affaires juridiques, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date de nomination. Je vais l'appuyer. Merci. Au 11.4, on a le renouvellement du mandat d'un membre au comité de retraite des employés de la Ville de la Prairie, qu'il propose. Oui, donc je vais proposer, attendu que l'article 10.1.5 du règlement 1469-M concernant le régime de retraite des employés de la Ville de la Prairie stipule que la durée du mandat d'un membre ne peut dépasser 3 ans, mais qu'un mandat peut être renouvelé. Attendu que le mandat de M. Frédéric Tifo vient à échéance le 6 octobre 2022, je propose de renouveler le mandat de M. Frédéric Tifo, directeur des services administratifs et financiers et trésoriers, à titre de représentant de l'employeur au sein du comité de retraite des employés de la Ville de la Prairie pour une période de 3 ans à compter du 6 octobre 2022. Je vais l'appuyer. Bravo, M. Tifo. Au 14, pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire, on a le 14.1, le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 31 août 2022. Maître Savard, c'est un dépôt? Oui, M. le Président, ce sera déposé aux archives. Merci. Au 14.2, on a des dérogations mineures, donc des demandes de dérogation mineures. Madame Plantébert? Oui, avec plaisir. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure suivante est présentée au conseil municipal. Donc, c'est la demande numéro 2022-047. Est-ce qu'il y a une présentation là-dessus ou non? Non. Oui, il y en a une, pardon, elle est à l'écran. Ah, ça va. Presque. Ce ne sera pas long. OK. Donc, c'est au 1500 chemin de la Bataille-Sud. Cette demande de dérogation mineure numéro 2022-047 vise à permettre un lotissement pour une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour le 1500 chemin de la Bataille-Sud, dont la subdivision comporterait 2 non-conformités suivantes à l'égard des garages isolés. Donc, la première non-conformité est que le nombre de garages isolés s'élève à 2, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 1250, un seul garage isolé est autorisé. Et ensuite, que la superficie des garages isolés est respectivement de 326,4 et 95,5 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 1250, la superficie d'un garage isolé doit être au maximum 112 mètres carrés. Alors, attendu la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme le 8 août 2022. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions, des commentaires par rapport à cette dérogation mineure? Oui, monsieur. Elle ne me semble pas vraiment mineure, la dérogation. C'est le commentaire que j'ai à faire. D'accord, c'est votre commentaire est noté. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer la dérogation mineure? Alors, je vais proposer d'accorder la dérogation mineure ci-dessus mentionnée, les attendus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Au 14.3, un PIA, donc des demandes de PIA, Comité consultatif d'urbanisme pour la séance du 31 août 2022. Monsieur Noël. Oui. Donc, j'y vais. Attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Donc, le premier, c'est le 2022-055 au 391 boulevard Tachereau, donc Laro Courtier d'assurance. C'est le projet concernant les enseignes. Le deuxième, 2022-054 au 1005 Chemin Saint-Jean, un projet de rénovation extérieure. Ensuite, le 2022-056 au 660 Chemin Saint-Jean, qui est aussi un projet de rénovation extérieure. On n'a pas, c'était le document qu'on avait? OK.
C'est le bâtiment de dentiste sur le chemin Saint-Jean, qui est juste en face du bâtiment blanc là, au coin du maire. Ensuite, le 2022-057, qui est au 930 rue Rouillé. C'est un projet de rénovation extérieure également. Donc, on change le revêtement. Donc, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 31 août, je propose d'approuver les demandes submentionnées, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Au 14.4, on a la nomination d'un membre au comité de toponymie. Pour le proposer. Oui, je vais le faire, M. le Président. Alors, je propose de nommer Mme Jessica Brosseau à titre de membre du comité de toponymie et de la désigner à titre de secrétaire du dit comité à compter de ce jour en remplacement de M. Frédéric Nault. M. Noël. Je vais l'appuyer, oui. Merci. Au 14.5, la désignation d'un représentant de la Ville au comité de surveillance du dépôt de matériaux secs de la compagnie Écoservice Tria Inc. pour l'année 2022. Qui le propose? Alors, je vais le faire, M. le Président. Attendu que suite au départ à la retraite de M. Guy Brossard, il y a lieu de nommer un nouveau représentant de la Ville au comité de surveillance du dépôt de matériaux secs de la compagnie Écoservice Tria. Je propose donc de nommer M. Luc Bossé, chef de secteur permis et inspection au service de l'urbanisme à titre de représentant de la Ville au comité de surveillance du dépôt de matériaux secs de la compagnie Écoservice Tria Inc. pour l'année 2022. Je vais l'appuyer. Merci. Au 14.6, une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 2 267 886 du cadastre du Québec sur le chemin Lafrenière. Pour le proposer. Oui, donc je vais le proposer. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la demande d'autorisation visant l'aliénation du lot 2 267 886 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Lafrenière, à être présenté à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAC, attendu que le requérant a transmis avec son formulaire une offre d'achat permettant de s'assurer de l'implication d'Hydro-Québec dans la démarche d'aliénation, attendu que la demande rencontre les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, attendu qu'il n'y a pas d'impact sur le potentiel agricole et sur la constitution des propriétés foncières, je propose d'appuyer la demande d'autorisation d'aliénation du lot 2 267 886 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Lafrenière, totalisant une superficie approximative de 7,85 hectares, de recommander à la CPTAC d'accepter cette demande d'autorisation. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 14.7, on a une demande d'autorisation, encore une fois, à la CPTAQ pour l'aliénation. Voyons. Cette fois-ci, c'est le lot 2 267 284. Tantôt, c'était le 886, là, c'est le 884 du cadastre du Québec. Encore une fois, sur le chemin Lafrenière. Madame Fontaine, à vous l'honneur. Donc, on va poursuivre. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la demande d'autorisation visant l'aliénation du lot 2 267 884 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Lafrenière, à être présenté à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAC, attendu que le requérant a transmis avec son formulaire une offre d'achat permettant de s'assurer de l'implication d'Hydro-Québec dans la démarche d'aliénation, attendu que la demande rencontre les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, attendu qu'il n'y a pas d'impact sur le potentiel agricole et sur la constitution des propriétés foncières, je propose d'appuyer la demande d'autorisation d'aliénation du lot 2 267 884 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Lafrenière, totalisant cette fois une superficie approximative de 0,413 hectares et de recommander à la CPTAC d'accepter cette demande d'autorisation. Je vais l'appuyer.
Merci à vous deux. Au 14.8, on a l'attribution du statut d'immeuble desservi pour le 720 boulevard Taschereau en vertu de l'article 24 du règlement 1132-M relatif aux activités de gestion des matières résiduelles. Pour le proposer. Oui, donc, Monsieur le maire, je vais le faire. Donc, attendu que le conseil municipal peut, sur l'avis du service de l'urbanisme, édicter par résolution qu'un immeuble soit desservi par la ville, s'il est physiquement impossible de localiser un conteneur sanitaire dans la cour arrière et qu'il est souhaitable de le localiser sur la cour avant. Donc, attendu que l'immeuble situé au 720 boulevard Taschereau n'a pas physiquement d'emplacement pour installer un conteneur sanitaire et le faire vider mécaniquement, je propose d'accorder le statut d'immeuble desservi au sens du règlement 1132-M relatif aux activités de gestion des matières résiduelles à l'immeuble situé au 720 boulevard Taschereau. Je l'approuve. Je l'appuie. Merci. Au Varia.15, on n'a rien. Au point 16, intervention des membres du conseil. En commençant à ma gauche, est-ce que des membres du conseil veulent s'exprimer? On va faire différent. Alors, moi, je voulais parler de certaines expositions d'artistes qui ont lieu à la Prairie. Alors, présentement, au Sentier des Arts, à la place du 350e, il y a une exposition qui s'appelle Dialogue. C'est une exposition des œuvres des artistes Marie-Claude Lemire et Marie-Pierre Gaudreau. Ce sont des carnets de croquis de deux artistes qui, restreintes par le confinement, se sont lancés le défi de faire une création par jour. C'est très bien, une journée qui fait beau, là, allez vous promener là-bas, c'est assez fantastique. Donc, du 3 août au 18 décembre 2022. Et ensuite, dans le même rayon, il y a une autre exposition qui s'appelle Le Bestiaire. C'est au Centre multifonctionnel Guy Dupré, dans le hall. Donc, celle-ci est du 7 septembre au 13 novembre 2022. Ce sont les œuvres d'Isabelle Grondin, des œuvres figuratives représentant des lieux familiers inspirés du quotidien, de la nature et de l'enfance. Et dernièrement, mais non la moindre, une exposition de sculpture à la bibliothèque Léo Le Cavalier dans le centre multifonctionnel. C'est Sculpter la vie. Donc, c'est les œuvres de Lise Deschâtelet dont la thématique aborde le développement de la vie. Celle-ci est donc jusqu'au 13 novembre 2022. Je vous encourage à y aller. Merci. D'autres membres du conseil aimeraient s'exprimer? Oui, je voulais faire un petit retour là, sur le service d'aide à la recherche de logement qui a été mis sur pied par l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Alors, ce service a été mis sur pied là, du 20 juin au 30 septembre. Comme vous avez entendu parler, on a une crise du logement social. Alors, pour le bilan, à ce point-ci, il y a 101 ménages qui ont reçu de l'aide, dont 10 ménages originaires de la Prairie. Et puis, l'Office municipal d'habitation de Châteauguay aimerait rendre ce service-là disponible à l'année. Donc, on va voir si on est capable d'avoir des subventions là, pour aider les gens à l'année. Merci. D'autres membres du conseil? Oui, bien, je vais y aller aussi. Écoutez, à chaque année, revient la marche Pierre Lavoie. Encore une fois cette année, on vous invite à venir marcher avec nous dimanche le 16 octobre de 10h à 12h30. Cette fois-ci, ça va être au parc Émilie-Gamelin. Donc, vous avez qu'à vous inscrire à onmarche.com et on vous attend en espérant une belle journée. Merci. À mon tour. Donc, dans le cadre des Journées de la culture, qui auront lieu du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Il y a plusieurs activités. Par exemple, la Flûte des Andes, qui aura lieu le 30 septembre. 2 représentations, une au cœur du Vieux-la-Prairie et une autre au centre multifonctionnel Guy Dupré. Il y aura aussi l'activité L'art clownesque et le mime pour les 5 à 12 ans, le 1er octobre, au Parc des Préverts. Il y aura l'atelier de Media Lab avec Nomade pour les 10 à 12 ans, le 2 octobre, à la Maison des Jeunes de la Prairie. Aussi, dans le cadre du 50e anniversaire de la Société d'histoire de la Prairie, il y a plusieurs activités qui sont organisées. Par exemple, l'exposition pour ses 50 ans et aussi une animation virtuelle qui mettra en valeur, en relief, les tronçons encore visibles de la première voie ferrée du Canada à la Prairie. Et comme toujours, les visites guidées du site patrimonial du Vieux-la-Prairie auront lieu. Également, un lancement du recueil de textes « Autant en emporte le temps ».
C'est sur l'histoire de la Prairie, qui aura lieu au Théâtre du Vieux-la-Prairie. Contrairement à ce qui est écrit dans le magazine Sortir, c'était écrit que c'était au Centre Guy-Dupré, mais c'est, j'ai vérifié, au Théâtre du Vieux-la-Prairie. La Société d'histoire organise aussi la vente de livres usagés, qui aura lieu le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre. Et on vous suggère d'apporter vos sacs. Et il y aura une nouveauté cette année, c'est qu'il y aura aussi des casse-têtes. Autre activité, nous avons aussi à la découverte de pratiques en art visuel. Donc, c'est une démonstration d'art, chacun dans sa discipline, qui aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré le 1er octobre. Aussi, l'activité « Saviez-vous qu'il y a du théâtre à la Prairie ?» Ça aura lieu le 1er et 2 octobre au Centre multifonctionnel. C'est découvrir les étapes qui précèdent une représentation de théâtre. Ça peut être intéressant. Les 2 dernières activités, les 3 dernières, il y a les portes ouvertes de la caserne des pompiers, aussi, le 1er octobre. Il y a le musée, en fait, musée d'archéologie, qui organise ça. Et dernière activité, vernissage Voyage entre 2 univers, organisé par Isabelle Lebeau et José Bourdage, le 30 septembre de 16h à 20h au studio Gloria, qui est situé sur la rue Saint-Georges. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter le magazine Sortir ou le site de la ville, le site de la Société d'histoire, le site du musée, etc. Donc, profitez-en, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup d'activités. On va manquer de conseillers. Comme tout le monde se rappelle, au dernier conseil, j'avais parlé de la programmation du Théâtre du Vieux-la-Prairie. Donc, c'est ce vendredi que ça commence avec Marco Cagliari et Mademoiselle Ruiz. Donc, c'est ce vendredi au Théâtre du Vieux-la-Prairie. Il reste quelques bons billets si vous êtes intéressés. Puis, vous pouvez regarder la programmation là, sur le site de la Ville de la Prairie. Ou sur, les billets sont seulement 15 $. Si vous en achetez pour plusieurs spectacles, c'est moins cher. Donc, je vous invite à aller faire un tour. C'est très le fun, le Vieux-la-Prairie. Merci beaucoup. Excellent. Bien, sur ce, on va donc passer à la deuxième période de questions. S'il y en a qui voudraient s'exprimer, je vous invite à revenir au micro. Alors, je me renomme Yves Labranche, je suis au 225 François Lebert. J'écoutais... je veux juste vous dire que je suis comptable agréé depuis 42 ans. Je suis l'associé principal d'un bureau qui est parmi les 25 plus gros bureaux au Québec. Je fais partie d'une association internationale qui est dans les 6 plus grosses organisations au monde. Alors, lorsque j'écoutais au niveau des soumissions, puis qui font l'objet d'une évaluation du département concerné, je ne les ai pas toutes retenues, mais j'en ai retenu une qui était une estimation des travaux à 300 000 $. Je pense que c'est pour le pavage. Et on a accordé une soumission de 200 000 $. Écoutez, je trouve que... Une subvention. Une subvention. C'est pas une subvention, mais on a accordé la soumission à quelqu'un à 200 000 $. Okay. Oui. Je suis un peu surpris de l'écart entre l'estimé qui avait été fait par le département lui-même et le plus bas soumissionnaire à 200 000 $. J'espère qu'on va mettre en place les contrôles suffisants pour s'assurer que le travail va être fait convenablement. Parce que quand toutes les autres sont à 260, 300 000, puis j'en ai un à 200 000, je peux-tu vous le dire qu'il y a d'autres entités qui les refusent lorsqu'il y a un écart aussi important avec l'autre plus bas soumissionnaire. Je pense que c'est une politique qui pourrait être adoptée à la Ville de la Prairie. Ensuite, si on a des écarts si importants, est-ce que les gens qui font les évaluations pour la Ville, à l'interne, sont compétents et suffisants? Je me pose la question. Ben, je vous assure que oui, les gens sont compétents. Sont-ils suffisants? Ben, dans la mesure des moyens de la Ville, effectivement, j'ose espérer qu'ils sont suffisants. Je ne vais pas nécessairement céder la parole à vous avez la chance, à notre directeur des finances ici ce soir, par rapport aux écarts dans les soumissions. Peux-tu vous dire qu'en 42 ans d'expérience, j'ai fait plusieurs organismes du même type qu'une municipalité et qu'on faisait constamment des recommandations sur la capacité des gens à l'interne de faire les bonnes évaluations. Mais ce n'est pas de mon ressort parce que je ne suis pas le vérificateur de la Ville.
Pour les problèmes d'eau qu'on a mentionnés en début de session, est-ce que vous êtes au courant que lorsqu'il s'agit d'une troisième réclamation, les compagnies d'assurance peuvent refuser de vous assurer à nouveau? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est au courant de ça chez ici? Non. Alors, je vous l'apprends. Dans ces circonstances-là, si les compagnies d'assurance n'assurent plus les citoyens de la ville de La Prairie, est-ce que la ville de La Prairie va se supplier aux compagnies d'assurance pour assumer les frais que les citoyens vont absorber? J'imagine que non. Ou la ville va-t-elle assumer les frais encourus que l'on doit aujourd'hui encourir pour pallier à une problématique qui vient directement de la ville? Alors, je ne sais pas, une subvention, quelque chose qui va être offert aux différents citoyens qui vont avoir éprouvé ces difficultés-là. Parce que depuis 35 ans que j'habite à La Prairie, jamais j'ai eu de l'eau dans mon sous-sol. Puis là, j'en ai eu le 25, puis j'en ai encore le 13. Il y a un os. Il y a un os quelque part. Et en dernier point, ma dernière question, qui ressemble un petit peu à l'affirmation que je vous posais. Étant donné qu'actuellement, les citoyens doivent assumer les frais, étant donné que la ville est responsable des avaries, la ville va-t-elle assumer ses frais d'aménagement? Merci. Pour les pompes, pour n'importe quel frais. Il y a d'autres frais que d'installer des pompes. Je sais que vous avez passé un règlement relativement à l'installation des pompes. Pourriez-vous me dire ou dire en public pourquoi vous avez passé ce règlement-là? Serait-ce que parce que la compagnie d'assurance qui assure la ville a exigé que vous passiez ce règlement-là pour que la prime de la ville soit diminuée? De ce que je comprends, je n'étais pas là en 2018 ou en 2019 quand ce règlement est passé, mais je pense que vous êtes à peu près dans les bonnes eaux. Effectivement, la ville de La Prairie, et je pense que plusieurs autres villes aussi à travers le Québec, ont donc passé des règlements en ce qui concerne les pompes submersibles. Et oui, effectivement, ce qui nous a été dit et expliqué à l'époque, c'est que la ville faisait face à des augmentations substantielles de ces primes d'assurance. Je comprends très bien l'affirmation. Vous savez, quand on est un comptable depuis 42 ans puis qu'on vogue dans plusieurs sphères, on est très au courant de cette situation. Sauf que, est-ce que c'est vraiment aux citoyens d'assumer ça? La question est posée. C'est pour ça que j'ai le droit aux questions. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, j'ai une question, Monsieur le maire. Moi, c'est Éric Cyr du district de La Clairière. Je veux faire référence aux activités que la Ville organise, style la fête de l'abondance, en lien avec la politique pour les personnes handicapées. Je voudrais vous souligner, si vous y avez été, vous deviez le savoir, il n'y avait aucun espace de stationnement prévu pour les personnes à mobilité réduite. Donc, est-ce que ça serait possible, dans le futur, trouver une manière de prévoir des espaces tels que demandés, puis tels que prévus? Je pense que c'est normal que les personnes qui ont des mobilités réduites puissent participer aux activités. OK, vous me l'apprenez. Oui, j'ai été à la fête de l'abondance, effectivement. Je croyais qu'il y avait un espace tout de suite en rentrant dans le stationnement du côté du Châtel, on va le dire comme ça. Moi, j'ai été 2 fois. Il n'y avait aucun stationnement. J'ai demandé au gardien de sécurité à l'accueil. Puis il m'a retourné dans le stationnement du Uniprix à Laubout pour stationner, qui est bien trop loin pour des personnes à mobilité réduite, tandis qu'il avait réservé des stationnements pour les employés qui étaient à moitié vides, qui étaient très près de la Seine. Donc, on peut-tu prendre les petites pancartes là, légales, puis en mettre 4-5, comme toutes les autres places font quand il y a des activités? Allez voir Saint-Constant, allez voir ailleurs, eux le font. Est-ce que La Prairie peut faire les efforts nécessaires? Je pense qu'effectivement, c'est très important d'avoir du stationnement réservé pour les personnes handicapées. Puis, si ça n'a pas été fait, on va contacter les services appropriés, puis je peux vous assurer que ça va être fait à l'avenir. Merci, monsieur. De rien. Bonjour, Daniel Rousseau de la rue François-Lebert. Donc, vous dites que demain, il ne devrait pas avoir d'abattage d'arbres, si j'ai bien compris. L'avis de non-conformité a été délivré. Maintenant, il faut que je fasse toujours un peu attention à ce que je dis pour des raisons légales. Mais je comprends que
le promoteur s'oppose, je veux dire comme ça, à cet avis de conformité. Et donc, je pense que d'ici 24 heures au maximum, on devrait avoir une résolution de cette question-là. Mais en ce qui nous concerne, l'avis de non-conformité est émis. Et à partir du moment que l'avis de conformité est émis et que le promoteur l'a reçu par l'huissier, techniquement, donc, les travaux devraient cesser directement à ce moment-là. De façon temporaire, du moins jusqu'à ce que le promoteur revienne avec sa réponse par rapport à qu'est-ce qu'il va faire pour se rendre conforme. Une autre question que je me demande, ça lui coûte cher, le constructeur, faire ça, là. Tout aplanir le terrain, puis enlever les arbres. Donc, il est sûr qu'il va pouvoir construire éventuellement. Est-ce qu'il va pouvoir construire éventuellement? C'est-à-dire, comme je vous dis, il y a un moratoire qui est en place. Donc, lui, il a ce permis, suite, comme je le disais tantôt, suite en lien avec le protocole d'entente qui a été signé en 2017 entre le promoteur et la Ville, il est en droit de faire des travaux de nivellement et d'abattage. Ceci étant dit, c'est sa décision, mais j'insiste sur le fait qu'au moment où on se parle, il y a un moratoire et le moratoire s'applique à l'ensemble de la municipalité, incluant le golfe. OK. Merci beaucoup. De rien. Oui. Lynn Martin, j'ai encore une question pour le golfe. Là, on voit des grosses buttes de terre, juste derrière chez nous. Là, il va étendre cette terre-là, puis il reste des arbres, il y a du couvert forestier encore, des plus jeunes arbres, un couvert végétal. Quand il va étendre ça, toute cette terre-là, est-ce que ça va détruire tout ce qu'il y a là? C'est la question que je me pose, parce que là, vous dites qu'il doit intervenir juste au niveau de la phase 1. Ça veut dire que, là, je les vois derrière chez moi, ces buttes-là. Là, j'imagine que c'est la terre qui a déplacé d'ailleurs. Puis quand ça va être étendu, tout ça, il n'y a plus rien de vivant qui va survivre. Parce que nous, quand on a participé aux assemblées des consultations publiques, on nous avait garanti qu'il était pour avoir plus d'arbres que le relevé d'espèces qu'il y avait eu, que les citoyens avaient demandé. Alors, si au total, il y a plus d'arbres, mais que c'est des petits arbres d'un pouce de diamètre, regardez bien, c'est pas ça que les citoyens se sont fait dire, parce que les citoyens se seraient objectés puis seraient intervenus différemment. Fait que là, je suis en train de me dire, il va y avoir plus d'arbres. Là, le promoteur dit qu'il va y remplacer, mais ça va être un pouce de diamètre. On a vraiment l'impression, comme citoyen, qu'on s'est fait flouer, entre guillemets, là. Puis ce que sont fait dire, c'est pas ça qui se passe. Parce que s'il étend toute cette terre-là, en arrière de chez nous, ça va être détruit. Puis, je ne sais pas quel est le pourcentage d'espace vert à la prairie. Là, en tout cas, il va être réduit considérablement. Puis là, on parle pas juste, on parle des arbres, les végétaux, les oiseaux, les petits animaux. En tout cas. Ma question, c'est quand il va étendre toute cette terre-là, les grosses buttes, il n'y a plus rien de vivant. Puis là, c'est ce qu'on souhaite à la prairie? Non, absolument pas, Mme Martin. C'est pas du tout ce qu'on souhaite à la prairie. Maintenant, exactement où est-ce que ces buttes de terre vont être ou comment est-ce qu'elles vont être nivelées, ça, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Peut-être qu'au département d'urbanisme, ils le savent. Puis on va vérifier. Oui, Mme Poirier? Ils l'ont étendu, la butte de terre en arrière de chez moi, donc ils remplissent le lac, les lacs qui ont vidé. Donc oui, il n'y a plus rien qui survit là. Et puis ensuite, ils l'étendent sur tout le gazon. Donc je confirme qu'il n'y a plus de gazon, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien du tout. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire à 3 maisons. Merci, Mme Poirier. Mon interprétation de ces buttes de terre-là, qui sont derrière chez moi, c'est que moi, j'étais sous l'impression qu'initialement, ils voulaient enlever une couche, supposément, qui était contaminée, qui ont accumulé en buttes de terre, et j'osais espérer qu'elle allait prendre cette terre-là, qu'elle allait la déplacer, et non pas l'étendre, comme je l'entends ici pratiquement. Là. Je peux vous assurer, en tout cas, que le promoteur
a un permis d'abattage d'arbres. Il a aussi un permis pour des travaux de nivellement, mais il n'y a pas d'autorisation ni de remblai ni de déblai sur le site au moment où on se parle. Oh bon, OK. Monsieur Cyr. Bonjour. Bonjour. Donc, suite à toutes les discussions qu'il y a par rapport au golf puis au moratoire, là, si le promoteur est en train de faire tous ses travaux, j'imagine qu'il a bien l'intention de bâtir rapidement. Est-ce qu'il a intenté des poursuites contre la Ville en lien avec le moratoire à l'heure actuelle? Tout à fait. C'est de l'information publique. Donc, la Ville, dans le dossier du golf, fait face à 2 poursuites. Une première poursuite parce que le promoteur veut rendre le moratoire inopérant et une deuxième poursuite monétaire envers la Ville. Je pense que c'est de l'information publique. C'est une poursuite de 75 millions de dollars. Merci. Oui, Mme Poirier. Anne-Pierre Poirier, 255 François Lebert. À vrai dire, c'est pas pour les arbres. Est-ce que c'est possible de remettre les travaux du 1005 Saint-Jean sur l'écran? Je crois que c'est le building du Joyeux Cadeau. C'était un restaurant, c'était le Joyeux Cadeau. Maintenant, il y a des banderoles oranges autour. C'était une de mes questions, à vrai dire, en venant ici aujourd'hui. Puis là, j'ai vu qu'il y a des réparations qui vont se faire. C'est à côté d'une garderie. Ça menace de s'effondrer. Donc, je voulais en avoir un petit peu plus d'informations sur le Joyeux Cadeau. Je vous cacherai pas que je suis déménagée à la Prairie et j'ai envie de m'investir dans cette ville-là. C'est un building qui m'intéressait personnellement afin d'y faire des affaires. Qu'est-ce qui va se construire au Joyeux Cadeau? Est-ce que vous avez les informations? Qu'est-ce que ça va devenir, ça? Si je peux peut-être... Est-ce qu'au niveau du comité d'urbanisme... Au niveau du comité d'urbanisme, ce qu'on nous demande, c'est justement d'approuver les changements de façade et tout ça, les plans d'intégration. Donc, au niveau commercial, là, on n'a pas l'information si le local est loué ou s'il est encore à louer. Donc, c'est le propriétaire qui fait la demande. Donc, parfait. Une de mes questions, c'était si ça appartenait à la Ville. Là, j'en déduis qu'il n'est pas détruit et reconstruit, mais simplement, on refait la façade. Je suis un peu surprise parce que c'est collé sur une garderie, puis je trouve ça un petit peu dangereux. Mais je voulais juste un peu plus d'informations là-dessus. Mais peut-être qu'il y a si c'est juste un remaniement de façade, que des inspecteurs devraient peut-être aller regarder la solidité de ce building-là du côté de la garderie. C'est tout. Merci, Mme Poirier. Monsieur Noé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Non, c'est bon. OK. Allez-y, M. Cyr. Il reste encore 5 minutes. Allez-y. C'est limité, le temps? Non, je vous dis ça comme ça. Allez-y. Non, je ne sais pas trop long. Moi, ça a un lien avec l'Union des municipalités du Québec. l'UMQ. Il y avait une rencontre que les maires, les conseillers de toute la province, j'imagine, étaient invités vendredi passé. Oui. Est-ce que vous avez été invité? Oui, absolument. J'ai été invité. Vous comprendrez qu'on a des dossiers, par exemple, très urgents ici à régler à la Prairie, que ce soit le dossier du golf, que ce soit le dossier du moratoire. Donc, mes collègues maires y ont été. Et donc, c'était une rencontre de l'UMQ où les cinq partis municipaux allaient essentiellement présenter leur plateforme électorale à l'UMQ. Okay, bien, moi, je trouve ça très décevant que la Prairie soit pas plus impliquée pour faire avancer les dossiers, pour aider la Ville à obtenir des subventions, à obtenir des choses des partis politiques ou autres. Donc, moi, je considère que votre présence aurait été nécessaire. Puis, je m'interroge si vous regardiez les dossiers ce vendredi-là. Je vais faire comme vous faisiez à l'époque. Le vendredi en après-midi à 15h30 environ, qu'est-ce que vous faisiez à votre horaire? Vous occupiez des dossiers urgents? Et mon Dieu, M. Cyr, bon, je ne rentrerai pas dans des détails concernant mon horaire, là. Je pense que... Je vais vous le dire, vous coupiez votre gazon chez vous au lieu de s'occuper des intérêts de la Ville. Donc, là, vous me dites que vous occupez des dossiers chauds, mais c'est pas ça que vous faisiez. M. Cyr, je vous remercie beaucoup. De rien. Je tiens à préciser qu'un travail de maire, c'est un travail qui se fait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, si je peux le dire. Mon téléphone cellulaire est allumé en tout temps. Ce qui fait que oui, absolument, je pense que j'ai le droit occasionnellement de prendre un petit peu de temps pour aller couper mon gazon.
mais merci de tenir un œil sur mon horaire, M. Cyr. Juste pour vous rassurer, moi, je suis allée au sommet électoral pour aller représenter les intérêts de la ville. Donc, effectivement, la Ville et moi, personnellement, j'ai déjà été rencontré plusieurs fois les représentants de l'UMQ. Donc, je vous rassure qu'ils sont à l'écoute de nos besoins. On a rencontré aussi tous les candidats. J'ai rencontré tous les candidats aux prochaines élections municipales pour leur faire part des enjeux majeurs qui se passent à la Prairie à l'heure actuelle. Oui, Madame Martin. Oui, j'ai des inquiétudes par rapport au traitement des eaux usées. Quand vous avez mentionné qu'on était en pleine capacité au niveau de la Prairie et même à risque de déversement de nos eaux usées dans le fleuve, là, je m'interroge parce qu'on a une usine d'assainissement des eaux. Je veux savoir, est-ce qu'on a comme... on va être tenu au courant des développements parce que là, il va falloir soit agrandir l'usine ou en construire une autre. Est-ce que ça, c'est à court terme ou à moyen terme qu'on va savoir ça, les citoyens? Parce qu'on ne veut pas, à la Prairie, là, être pris à déverser nos eaux usées dans notre fleuve, là. Fait que ce que je veux savoir, c'est que comment on va avoir l'information, où s'en est rendu, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire, mettons, à moyen terme ou à court terme, on va avoir des résultats au niveau du traitement de nos eaux usées? Encore une fois, puis il faut que je fasse un peu attention parce que la question du moratoire est judiciarisée. Mais je peux vous dire que à l'usine d'assainissement des eaux de la Prairie, il y a des études qui sont faites, qui ont été faites. La Ville sait qu'elle dépasse la capacité qui lui est allouée à l'usine depuis plusieurs années. Et donc, la Ville de la Prairie, avec ses 4 consorts, si je peux le dire comme ça, les villes de Sainte-Catherine, Delson, Saint-Constant et Candiac. Donc, toutes ces villes travaillent avec la Régie d'assainissement des eaux de la Prairie pour évaluer les besoins à long terme et pour que l'usine puisse répondre aux besoins de la population à long terme. Oui, vous allez être tenu au courant absolument de l'état de la situation. Bonjour, Maurice Lantier du secteur de Magdeleine. J'en rajouterai pas ce soir, là. Votre chaudière est pleine. Ce que je veux surtout dire... Oui, c'est ça. Sans jeu de mots. Alors, ce que je veux surtout dire, j'ai entendu tantôt des intervenants ici qui ont parlé d'une quantité énorme d'eau dans les sous-sols. Je voulais juste mentionner aux gens que c'est ultra dangereux de marcher dans un sous-sol quand il y a un pied d'eau. C'est hyper dangereux. Peut-être que le service d'urgence de la Ville pourrait parler de ça dans les processus. Je voudrais également mentionner qu'on a entendu parler de la rue François-Lebert. La rue des Préverts, encore elle, a eu à subir, il y a 4, 5 ou 6 citoyens qui ont eu à subir le même genre de dégâts que la rue François-Lebert. Je l'ai vu, mes voisins à côté, juste à côté de chez moi, ont eu à défoncer un sous-sol au complet, tout nouvellement refait. C'est une affaire de 20-25 000 $. Alors, je veux juste mentionner ça en passant, comme ça. Alors, j'en rajoute pas pour ce soir. Merci. Pour ce soir. Pour ce soir, c'est noté, M. Lantier. Je vous remercie. Une petite question. Afin de faire respecter l'avis que vous avez envoyé au promoteur concernant l'abattage des arbres, puis là, on ne sait pas quelle sera sa réaction. Est-ce que demain, vous avez l'intention d'envoyer la régie municipale des polices sur le terrain pour leur dire que tu as quelque chose à respecter? Ça, c'est une question un peu d'ordre légal à laquelle je ne pourrais pas répondre. Peut-être qu'on pourra vérifier avec le service de greffe quelle est la procédure à partir du moment que le promoteur décide de ne pas respecter un avis de conformité. On peut envoyer les constables pour leur dire d'arrêter les procédures?
Possiblement, comme je dis, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais possiblement, ce sera à voir avec... Parce que la prochaine étape, c'est qu'il va falloir qu'on lève une chaîne de résidents de la prairie pour aller s'entourer alentour des arbres pour empêcher l'abattage. C'est déjà vu ailleurs. Je ne recommande, à titre de maire, je ne recommanderais certainement pas à des citoyens d'aller manifester sur un terrain privé. Il y a de la machinerie lourde qui circule sur ce terrain-là. On ne voudrait surtout pas qu'il arrive un accident à qui que ce soit. Et sur un terrain privé, évidemment, le promoteur pourrait décider par lui-même à ce moment-là de faire appel au service de régie de police qui, j'imagine, à ce moment-là, irait enlever les gens sur cette propriété privée. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à qui que ce soit. Non, mais surtout maintenant que Radio-Canada et TVA pourraient être intéressés à l'histoire. Merci, monsieur. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, oui, monsieur Tifo, notre directeur général adjoint. Nous avions reçu une question par courriel. Ah, oui. Donc, j'y vais. Oui, allez-y. La question provient de M. Sébastien Houd et est la suivante. J'aimerais savoir quel est le plan de la Ville concernant la capacité du système pluvial et sanitaire de la Ville. Avec les développements commerciaux et résidentiels des dernières années, on réalise que le réseau est saturé à un niveau inquiétant. Oui, alors effectivement, bon, on en a beaucoup parlé ce soir, puis comme je l'ai mentionné dans mon mot d'ouverture, quand on parle du réseau sanitaire et pluvial qui est saturé, c'est très important de faire la distinction entre les deux. Donc, en ce qui concerne le réseau sanitaire, comme je l'ai mentionné, il y a un moratoire en place parce que le réseau sanitaire, les études nous indiquent qu'il est saturé. Et donc, étant donné que ce dossier est judiciarisé, le dossier du moratoire, vous m'excuserez, mais je n'entrerai pas plus dans le détail. Puis en ce qui concerne le réseau pluvial, bien, effectivement, on a parlé un peu tantôt, mais c'est un problème que nous ne sommes pas les seuls à vivre à la prairie. Vous avez probablement vu qu'à Montréal, à Longueuil, la mairesse de Longueuil, la semaine dernière, est sortie dans les médias pour demander de l'aide, en fait, pour exiger de l'aide du gouvernement à hauteur de 1 milliard de dollars pour la réfection de ces infrastructures et de ces réseaux d'eau. Donc, c'est quelque chose qui est un peu qui se fait à la grandeur, qui arrive à la grandeur du Québec. Mais comme je l'ai dit tantôt, je peux vous assurer, Monsieur Houd, que la Ville travaille avec l'UMQ afin de s'assurer que le gouvernement provincial débloque les fonds qui seront nécessaires pour la réfection du réseau pluvial. Monsieur Houd, j'espère avoir répondu à votre question. Et donc, s'il n'y en a pas d'autres questions, commentaires, donc on va passer à la levée de la séance pour le proposer. Bon, à 21h02, je propose que la séance soit élevée. Je vais l'appuyer. Merci de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée.